Bonsoir à tous. Donc on va passer à l'articulation en reine. J'adore la faire ça. Le genou. J'ai pris un titre qui forcément est un peu en lien avec le lieu où on est. Vous allez voir que c'est une petite arnaque intellectuelle évidemment pour ceux qui me connaissent. Et donc on va parler de cette histoire de bio dans le croisé antérieur. Notre équipe, on est quelques-uns à faire du genou à la clinique de sport de Mérignac. Vous avez les noms de tous ceux qui sont investis dans la chirurgie du genou. Et pour vous dire que même si c'est une articulation qui est bien connue, une chirurgie qui est bien connue, parce qu'aujourd'hui les discussions qu'on a sur l'indication chirurgicale, par exemple sur l'épaule, dans le genou, elles sont sur le ligament croisé antérieur beaucoup plus franches et scindées, parce que la maturité est plus ancienne. Mais que même dans une équipe homogène, on peut avoir des attitudes et des comportements sur la décision chirurgicale et le type de chirurgie réalisée qui est un peu différente. Alors, ça c'est l'arnaque. Le bio, en fait, on fait surtout du bio logique dans la chirurgie du ligament croisé antérieur, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte les lésions et bien traiter les lésions, puisque l'historique de la chirurgie ligamentaire du genou a montré que une rupture du croisé était quand même assez rarement isolée, et on a découvert un certain nombre de lésions qui méritent, on va le voir, d'être traitées en même temps. Évidemment, les chirurgiens orthopédistes ne font pas de biodynamie, on ne regarde pas si la lune est pleine avant d'opérer, ça vous en doutiez. Un des éléments le plus important de la chirurgie du ligament croisé antérieur, c'est le positionnement des greffes. Ça fait des années qu'on répète ça dans tous les congrès de chirurgiens orthopédistes, donc des gens qui se consacrent à ça, mais ça reste la cause principale d'échec. 80% des échecs de reconstruction du ligament croisé antérieur sont liés à des positionnements anormaux ou pas anatomiques du ligament croisé antérieur. Alors, il peut y avoir des petites variations en fonction des écoles, mais les grosses erreurs, on en voit encore beaucoup, et je pense que c'est important d'avoir des gens référents qui aient l'habitude de reconstruire des croisés, parce que quand on n'en fait pas assez, on fait encore fréquemment cette erreur-là, et c'est quand même dommage d'opérer un joueur ou un athlète avec un verre qui est dans le fruit dès le jour de l'opération, c'est-à-dire un ligament qui n'est pas au bon endroit, et qui marchera jamais. Non seulement il va en baver pour se rééduquer, mais une fois qu'il aura fini de se rééduquer, il aura un genou laxe, puis après il aura une lésion méniscale, et puis après il ne reprendra pas le sport, donc c'est une chose à éviter. Donc ça c'est bien connu de tous, mais malheureusement ça reste un problème encore assez actuel. Alors le croisé on en fait depuis des années, vous pourriez me dire ouais, bien sympa ton topo, mais on sait exactement ce qu'il faut faire, donc pourquoi vous posez encore des questions? Ben, on se pose encore des questions parce qu'il y a des résultats qui sont imparfaits. On est chirurgien orthopédiste, on est plutôt optimiste, mais il y a quand même des résultats qui nous satisferont pas totalement. Notamment, on a des taux de rupture dans des populations à risque qui sont importants, de 18 à 28%, et notamment dans ce qu'on appelle les lésions secondaires, c'est-à-dire les re-ruptures ou les ruptures contralatérales, et ça chez les sportifs de haut niveau, sport contact, jeunes et filles, on a ce taux-là, c'est-à-dire que quand on les attrape pour les opérer d'un croisé, on est obligé de leur dire qu'ils ont 28% de se casser un jour un autre croisé, en particulier si on fait rien. Donc ça, c'est quand même un peu particulier, on a du mal à s'adapter à ça. Un taux de réintervention, donc la réintervention, ça peut dire forcément refaire le ligament, mais ça peut être une mini-sectomie secondaire, une petite raider, un cyclope, un matériel qui gêne, enfin des tas de choses. Et oui, dans la littérature, c'est quand même 18 à 26%, c'est-à-dire que ça peut être 20 à 25% des patients qui repassent sur la table d'opération. Pour nous, c'est pas forcément très important, parce qu'évidemment, quand on fait un cyclope, c'est pas une grosse opération, mais les malades, ils repassent quand même au bloc opératoire, et ça, ils aiment pas bien. Parce que maintenant, en plus, on fait tout en ambulatoire, donc ils ont l'impression qu'on leur fait une grosse chirurgie à chaque fois. Donc vous voyez qu'il y a quand même des résultats qui sont un peu imparfaits, et il faut sûrement traiter toutes les lésions pour éviter d'avoir trop de soucis plus à distance. Et puis les séries qui s'intéressent au RTP, c'est Return to Play en anglais, c'est retour au terrain. Vous voyez qu'on a que 50 à 65% des gens qui retournent même sport, même niveau et même intensité de pratique. Il faut regarder tout ça. Notamment, il y a des très belles études sur les sports américains qui montrent que les joueurs blessés, ils reprennent pas le même nombre d'heures d'entraînement et de matchs après les blessures. Et tout ça, c'est des choses à prendre en compte quand on s'occupe des professionnels. Donc ça fait partie des trois grands sujets qui font qu'on continue à se poser des questions sur la chirurgie qu'on fait. La réintervention, vous voyez que ça c'est deux séries lyonnaises de gens qui travaillent ensemble avec des chiffres qui sont assez homogènes. Donc des gens qui font que du croisé, ils ont quand même 8 à 14% de réintervention. Un taux de rupture à 2 ans à 2%, les cyclopes c'est à 1 à 3%, donc ça existe quand même. Des gestes méniscaux 6%, en sachant qu'on en répare beaucoup, donc c'est plus de la moitié des croisés opérés, hein, qui ont actuellement des chirurgies de suture des ménisques. Et des infections c'est très faible, c'est 0,5% dans la littérature.
0,18% dans notre établissement sur une série de 3 ans. Et maintenant, on a même des techniques qui permettent d'enduire les greffes avec des antibiotiques qui permettent d'effondrer ces taux d'infection. Donc c'est vraiment un truc rare, mais qu'il faut quand même garder en tête parce que c'est dramatique. Les lésions de ligamentaires ultérieures, je vous en ai déjà parlé. Vous voyez que dans cette série de Cape Wester qui fait des travaux très intéressants en australienne, 28% des hommes de moins de 18 ans auront un jour une rupture itérative ou une rupture contralatérale du ligament croisé antérieur. Donc c'est notre devoir de les informer et c'est notre devoir de dépister ce qui peut aboutir à ça et si c'est correctible, de le corriger, de leur donner des outils pour éviter de les sortir de cette histoire qui est déjà un peu écrite. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant. Avec l'âge, ça s'efface un peu, mais il y a de plus en plus de jeunes qui se cassent le croisé, qui font beaucoup de sport, il faut avoir ça en tête. Ça, c'est juste pour casser des petites idées reçues. Hein. Tout le monde sait que le KJ, ça casse moins que les ischio-jambiers. Le KJ, ça casse moins que les ischio-jambiers. C'est écrit partout. Et les études récentes, elles montrent exactement le contraire. C'est-à-dire qu'actuellement, la chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur, on a moins de ruptures avec les plasties aux ischio-jambiers. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on opère probablement les laxités un peu moins évoluées avec des ischios, et qu'on fait ce dont on va parler après, des chirurgies où on conserve beaucoup ce qu'il y a dans le genou, ce qu'on pourrait appeler le bio, c'est-à-dire on garde toutes les fibres qui restent. Donc des laxités moins évoluées, on garde la proprioception dans le genou et de la vascularisation, et donc on a des greffes qui sont mieux intégrées. Donc cette chirurgie-là, elle a un taux de rupture qui est moins élevé que les KJ, qui sont probablement faits chez des gens qui ont des laxités plus évoluées, ou des laxités plus difficiles à contrôler, l'hyperlaxe, le récurvatum, des gens qui ont une laxité constitutionnelle importante, facteur de risque de sport important. Et puis aussi parce que les ischios, un certain nombre d'équipes maintenant l'associent beaucoup à un geste antérolatéral, qu'on appelle reconstruction du ligament antérolatéral, ténodèse latérale, enfin il y a plein de gestes différents qui veulent dire un peu la même chose, mais en tout cas on adjoint à la reconstruction du croisé, reconstruire une structure latérale qui permette de mieux contrôler la rotation, et qui pour le coup effondre quand même assez nettement le taux de rupture, puisque, je ne vous l'ai pas mis là, mais en gros on est sur la série la plus récente et grosse qui est lyonnaise, c'est 9% de rupture avec le KJ, on est à 6% avec les ischios, on a 2% quand on fait le plastie antérolatéral sur une plastie aux ischio-jambiers. Donc ça c'est les chiffres actuels. Voilà, donc ça bouge un petit peu les barrières sur les notions qu'on a sur ces plasties-là. Alors, pour parler du bio, le bio, ça commence en 2008. À l'époque, je fais comme Anselme, sauf que moi, je suis moins doué, j'ai pas eu de bourse, j'étais obligé de payer mon voyage. Et en plus, j'ai été obligé de supporter le docteur Sandré Cotet pendant 2 semaines, donc ça, c'est quand même une dure épreuve. Voilà. Donc, on a fait un tour du Japon. Les Japonais, c'est des gens très intéressants, parce qu'ils réfléchissent beaucoup, ils font beaucoup d'études, et tout ce qu'ils font, ils font du travail intellectuel dessus. Et donc on s'est beaucoup inspiré de leurs travaux sur la biologie, parce que en Europe on n'est pas très bon sur la biologie de la chirurgie orthopédique. Eux, ils ont quand même le seul orthopédiste au monde qui est le prix Nobel. Quand même un orthopédiste qui a le prix Nobel. Je pense qu'il a jamais mis un coup de bistouri dans un genou, mais il est quand même chirurgien orthopédiste. Et donc là, le professeur Oshi, c'est celui qui règne, hein, parce qu'il a jamais touché un bistouri. Ouais. Il a épargné des vies, c'est ça. Ce qu'on avait appris au cours de ce voyage, et ce qui nous avait beaucoup surpris, c'est leur abnégation, toute japonaise, à conserver tout ce qui restait dans le genou pour essayer d'améliorer les mécanocepteurs et la vascularisation. Et ça, ils l'ont montré par des tas d'études. Et c'est probablement ce qui, dans les années 2000, a le plus changé dans la chirurgie du ligament croisé antérieur. C'est le fait de conserver ces fibres. Ça a des tas d'avantages que je vous détaille pas, mais qui sont vraiment intéressants, plus que cette fausse piste du double faisceau qu'on avait développé pendant un moment. Le vrai changement depuis 15 à 20 ans, c'est le fait de conserver au maximum ce qu'il y a dans le genou. Donc les techniques actuelles, on fait souvent des greffes aux ischios. On garde, comme vous le voyez sur le petit dessin à gauche, tout le pied du ligament croisé antérieur, et on met la greffe à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est dans un environnement vasculaire intéressant. Et vous avez sur l'IRM en haut à droite la partie noire qui est la partie greffée, puis tout autour un environnement qui a permis de vasculariser ça avec sur un contrôle d'un patient qui avait une petite lésion méniscale qui avait mal cicatrisé, vous avez un contrôle à 1 an, là vous avez un aspect de greffe, ça quand on a ça c'est magnifique, hein, c'est une greffe qui est vascularisée, synovialisée, on voit les petits vaisseaux qui arrivent jusqu'au croisé, ça ressemble vraiment à un croisé normal, si on comparait ça à un ligament natif. Alors on parle quand même un peu de rugby, le rugby, alors, le rugby c'est quand même un sport particulier, parce qu'il y a quand même des très très gros traumatismes. Alors évidemment, je vous ai pas mis les images du joueur de gauche à droite, c'est pas le même. Hein.
Mais on a voilà, des gestes qui sont traumatisants pour le genou. Puis en plus, ils en inventent. Hein, vous avez vu, là, il fait un geste techniquement totalement inutile, mais ils adorent faire ça. Ils se prennent pour des Fidjiens quand ils font ça. Maintenant, ils essayent de leur apprendre à plus le faire, parce que c'est quand même très con de se casser le croisé comme ça. Et à droite, vous avez un autre joueur de la même équipe, une rupture du croisé, puis quand je suis rentré dans le genou, vous avez vu, il a pelé son cartilage complètement. Premier accident d'instabilité, grosse lésion méniscale, grosse lésion cartilagineuse. Et donc, dans le rugby, c'est très rare d'avoir des ruptures isolées du ligament croisé antérieur. On trouve quasiment toujours des lésions méniscales, toujours des lésions chondrales, toujours des lésions périphériques associées. Et ça, c'est important à traiter parce que si on traite que le pivot central, ça marche pas très bien. Bon, je vous rappelle que la ménisectomie, c'est plus trop à l'ordre du jour, hein, c'est pas un traitement préférentiel parce que la ménisectomie, on en profite tout de suite, on passe à la caisse, 20 ans après, ça donne des arthroses, ça c'est connu de partout et il faut tout faire pour éviter de faire la ménisectomie. Vous voyez que si on conserve le croisé, on a des taux d'arthrose à distance à 10 ans qui sont de 12 à 31%, 12% si on a conservé les ménisques, 31% en cas de ménisectomie. Et quand on regarde à 20 ans, on passe de 17% d'arthrose à 46% d'arthrose. Donc c'est quand même très significatif. Ça, c'est d'autant plus significatif qu'on a découvert récemment que ce ménisque, c'est pas juste un amortisseur qui protège le cartilage, mais il aide aussi le ligament croisé antérieur à tenir le genou. C'est ce qu'on appelle un frein secondaire. Alors tous les freins secondaires, on en parle, mais on ne sait pas les analyser, on ne les trouve pas en IRM et tout ça, mais celui-là, on connaît par cœur le ménisque. Donc quand on fait une chirurgie du croisé antérieur, il n'y a aucune logique à enlever un ménisque si on peut le réparer, parce qu'on aggrave la laxité juste avant d'essayer de la contrôler. Donc c'est complètement idiot. Donc au jour d'aujourd'hui, pas possible de pas réparer un ménisque si c'est possible de le faire. Et en tout cas, pas possible d'espérer bien contrôler la laxité du genou, en tout cas retrouver un genou presque normal si on a enlevé le ménisque. Et ces lésions méniscales, vous voyez que les séries, ça retrouve 47 à 61% des lésions méniscales, qui ne sont pas toutes forcément à réparer, mais ça veut dire que les ménisques sont très sollicités. Là, vous voyez les études mécaniques qui montrent que quand on est en bleu par rapport au rouge, quand on a enlevé le ménisque en plus, on augmente la laxité, et quand on répare le ménisque en vert, on ramène à une laxité qui est similaire à un genou qu'à un ménisque intègre. Donc ça, c'est important. Et c'est important aussi parce qu'on a des lésions qu'on a découvertes qu'on connaissait moins avant. Il y a ces lésions des racines méniscales. Alors ça, c'est diabolique. C'est pas très fréquent, mais alors en rugby, on en voit vraiment plein. Ils arrachent la racine méniscale postérieure, et ça, c'est ce qu'on appelle une ménisectomie fonctionnelle complète. C'est-à-dire qu'à l'IRM, ils ont un ménisque complet, mais comme ils prennent appui dessus, comme il n'y a plus la racine, c'est plus ancré dans le tibia, ben le ménisque il chasse, et en fait, ils n'ont plus de ménisque. Ils ont un ménisque à l'IRM, mais ils n'ont pas de ménisque quand ils font du sport. Ça ne contente que les radiologues. Mais maintenant, les radiologues sont assez bons, ils font assez bien le diagnostic, et en chirurgie, on va toujours les voir. Et c'est pas rare au rugby d'avoir ce type de lésion. L'aplastie antérolatérale, ça c'est quelque chose que vous voyez souvent. La question c'est de savoir s'il faut le faire à tout le monde. Il y a des équipes qui le font maintenant à tout le monde, il y a des équipes qui le font depuis très longtemps à tout le monde. Les gens qui font du fascia lata par exemple, c'est inclus dans le fascia lata, donc ils le font depuis toujours. Sûrement sur les sports avec des grosses contraintes, des gros impacts, des reprises précoces, ça a quand même un intérêt. Sur les reprises, c'est ce que fait Philippe Colombet depuis très longtemps, ça a un intérêt. Après, faut-il le faire à tous? Peut-être pas. Je vous ai rappelé les taux de, ça c'est la dernière étude sur la rupture de Bertrand. Sur un côté, vous voyez que le DT3 avec un ALL, c'est quand même ce qui recasse le moins, on tombe à 4%, alors qu'au DT4 on est à 10% et on est à 16% sur les KJ, avec une étude qui a un peu plus de recul, là on est à presque entre 3 et 4 ans. Ces gestes de ténodèse, c'est bien montré. Chez nous, Philippe Colombet avait décrit ça dans les reprises il y a plus de 10 ans. Nicolas Bouguenec est en train de revoir une série assez intéressante à plus de 10 ans. Donc vous aurez les résultats, mais c'est sûrement quelque chose qui apporte quelque chose dans ces populations assez contraintes. Cette idée de conservation, elle nous pousse même, dans certains cas aujourd'hui, à réparer le ligament croisé antérieur. On a longtemps dit que les réparations, ça ne marchait pas. Peut-être parce que ça ne marche pas chez toutes les réparations, mais dans des cas sélectionnés, ça peut être intéressant. Probablement pas le rugbyman de haut niveau, mais des gens qui font du sport récréationnel. Le fait de réparer, on réduit le traumatisme chirurgical, on réduit le temps de cicatrisation. Une réparation, une cicatrisation ligamentaire, c'est 3 mois, c'est beaucoup moins long qu'une ligamentoplastie. Donc ça peut avoir un intérêt. Le traumatisme typique, c'est l'accident de ski, parce que c'est un des accidents où on a des ruptures à peu près isolées. Voilà. Donc les gens qui ont ça peut se discuter, il y a certaines équipes qui en refont. Actuellement, on est en train de l'évaluer, donc je ne peux pas vous dire que c'est ce qu'il faut faire. Et puis tout ça, ça évolue dans un environnement. Ça c'est là où la chirurgie du croisé, elle est mature, c'est qu'on s'est aperçu que la chirurgie tout seul, ça marchait pas.
c'est très très important de faire de la prévention primaire, éviter qu'ils pètent, secondaire, une fois qu'ils ont pété, éviter qu'ils repètent ou qu'ils pètent de l'autre côté. Et maintenant, on a quand même plein d'outils pour faire ça, et c'est pour ça que les équipes, on s'appuie sur des prises en charge multidisciplinaires et que les délais de reprise se sont allongés, parce qu'on est passé d'un délai de reprise chirurgical à un délai de reprise fonctionnel. Donc même chez les pros, on est souvent autour de 8 à 9 mois. Et puis même ceux qui annoncent des reprises à 5 à 6 mois, si vous regardez bien l'équipe tous les lundis, ils font souvent un match à 6 mois, puis après ils disparaissent un peu pendant un petit moment, puis on les voit réapparaître après. Maintenant, on arrive à faire accepter des délais de récupération plus longs. Et chez les jeunes, ça va jusqu'à 1 an. C'est pas la durée qui compte, mais le temps de leur apprendre tout ce qu'on a à leur apprendre, ça nous prend 1 an. Les rééduquer, leur apprendre à se prévenir, à atterrir correctement, à se muscler correctement, ça prend du temps. Il y a des facteurs psychologiques aussi, ça c'est très important sur la blessure. Et chez les athlètes, on sait que c'est vraiment très important et c'est bien d'avoir des gens sur qui s'appuyer. Le Damien Monod à l'UBB, il dit qu'il a regardé, il a 60% de ses joueurs qui ont une blessure grave, qui ont un événement majeur familial au moment de la blessure, donc une naissance à venir ou une union. Voilà, on n'a pas d'explication à ça, mais c'est pas impossible que la blessure ait d'autres choses qui interviennent au moment où ça intervient. Alors pour mettre ça en exergue et vous donner un petit exemple, l'exemple typique c'est les enfants, on en voit tous de plus en plus. Les enfants c'est particulier parce que c'est pas les mêmes lésions en fonction de l'âge, ça évolue, ils ont des fractures des éminences, après ils ont des arrachements osseux, puis après ils ont des vraies ruptures du ligament à partir de 12 ans, et ils ont surtout un risque médical qui est important. Ça nous pose problème parce que c'est un genou en croissance, donc on n'a pas envie de faire de dégâts, mais ça nous a longtemps freiné, maintenant peut-être un peu moins. On sait aussi que quand on fait rien, on a des évolutions comme ça, dramatiques. Vous voyez qu'à 5 ans, il y a 50% qui ont des radios anormales. Donc s'ils cassent à 12 ans, à 17 ans, ils sont en arthrose. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Là, vous avez Florian, il casse à 13 ans, là, il a 23 ans. Vous avez vu, il a une arthrose fémoro-tibiale interne évoluée. Ça, on ne sait pas quoi faire là-dessus. Donc chez l'enfant, c'est particulier parce qu'ils racontent pas leur histoire d'instabilité. C'est des hyperlaxes par définition. Il ne faut pas hésiter à avoir l'IRM de genou facile devant une hémarthrose pour faire le diagnostic. Il faut connaître leur âge osseux. Il faut détecter les lésions méniscales parce que c'est ça qui est l'élément de surveillance. À partir du moment où ils font des lésions méniscales, il faut les opérer. Il faut faire une prise en charge spécialisée et notamment il faut les informer des risques de rupture ipsi ou contralatérale. Voilà, pour finir, juste un mot. Vous avez ici Philippe Colombet, qui est le plus ancien des chirurgiens de la clinique du sport genou, qui va s'en aller à la fin de l'année, qui nous a beaucoup appris. Et on va tout faire pour essayer de continuer son travail très minutieux de recherche clinique, qui est un travail un peu ingrat, mais qui permet de progresser pas à pas sans remettre en jeu tout à chaque fois, mais qui est très important pour que les patients puissent régulièrement bénéficier des avancées. Cette chirurgie croisée, il n'y aura plus de révolution, maintenant il n'y aura que des évolutions, et je pense que c'est important de continuer à aller dans ce sens-là. Et le rugby, ça apporte, ça porteur de valeur et de grande satisfaction. On est tous un peu fiévreux dans l'attente de la Coupe du Monde qui s'annonce, mais on a quand même plein de signes positifs. On a des équipes régionales qui gagnent des championnats. On a des jeunes qui gagnent à répétition des championnats. Donc le rugby, ça reste un très beau sport et qui sera encore très longtemps suivi, même si la grande équipe elle est un peu en difficulté aujourd'hui, mais on peut faire le pari que ça va changer. Merci.